Donc, aujourd'hui, je viens vous parler de la politique bioalimentaire. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est une vision que le MAPAC s'est donnée en concertation avec les différents intervenants du milieu bioalimentaire pour voir où est-ce qu'on s'en va dans le futur. Quelles sont nos priorités pour les prochaines années? C'était une demande de long terme de l'UPA. Ça faisait longtemps que l'UPA disait qu'il faut qu'on sache où est-ce qu'on s'en va, puis il faut qu'on s'assure aussi qu'on ait des moyens là, qui nous soient donnés pour avancer. Donc, tout ça a commencé en 2017 avec une série de consultations qu'a fait le MAPAC auprès de différents groupes. Bien sûr, il y avait les groupes de producteurs et puis les PBQ ont été interpellés à ce moment-là. Il y avait aussi, bien sûr, les transformateurs et puis les consommateurs. Parce que les consommateurs, puis vous allez le voir tout au long de ma présentation, ils sont devenus incontournables. On ne peut pas les oublier. Puis, le futur du bioalimentaire part beaucoup de eux, ce qu'ils souhaitent avoir. Alors, suite à ces consultations-là, tout ça a culminé en novembre 2017 avec un grand sommet de l'alimentation où est-ce que les différents intervenants, encore là, se sont rencontrés puis ont eu l'occasion d'échanger sur leur vision du secteur bioalimentaire. Puis notre président, M. Claude Viel, y était d'ailleurs présent. En avril 2018, le ministre, qui était alors Laurent Lessard, a publié sa politique bioalimentaire qui a été bien reçue. Et vous pouvez vous demander, est-ce que c'est encore à jour? Hein? Tout ça a été développé sous Laurent Lessard, mais le nouveau ministre, M. Lamontagne, a déjà dit qu'il entérinait, qu'il allait poursuivre tous les efforts développés dans la politique bioalimentaire dans le futur. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a eu un changement de gouvernement que nécessairement on oublie les travaux qui ont été faits dans le passé. Au contraire, tout ça est encore d'actualité. Bon. Là, je sais à quoi vous pensez. Vous vous dites, super, une présentation sur la politique bioalimentaire, un document d'à peu près 70 pages, hein, plein de bonnes intentions, et puis de langage un peu fleuri, je veux dire. Puis, qu'est-ce que ça change pour moi, sur ma ferme, tous les jours, et puis en quoi ça me concerne? Bien, en fait, c'est intéressant parce qu'éventuellement, les effets de la politique bioalimentaire vont redescendre dans le champ. C'est-à-dire qu'au courant des prochaines années, que ce soit les nouveaux programmes du MAPAC ou encore les programmes existants, vont être influencés par la politique bioalimentaire. Et puis, c'est ça qui va venir, en fait, orienter où l'argent du MAPAC va être dépensé. D'ailleurs, la politique bioalimentaire est accompagnée d'une enveloppe de 349 millions de dollars sur 5 ans. Donc, ça, c'est de l'argent neuf en plus des budgets actuels. Cependant, c'est sûr que ce n'est pas juste pour le secteur bovin, vous l'aurez deviné, c'est pour tous les secteurs de production et puis également pour le secteur de la transformation et toutes les activités là, du secteur bioalimentaire. L'autre avantage de la politique, c'est que ça trace une voie pour que tous les secteurs de l'agroalimentaire, que ce soit au niveau de la transformation, de la production, travaillent dans une même voie, puis que les efforts soient concertés. Que ce ne soit pas, par exemple, une certaine production ou encore un certain secteur qui parte d'un côté, qu'un autre aille en sens inverse. Le MAPAC voulait, disons, amener tout le monde à travailler dans le même sens, ce qui risque d'être fait avec la politique bioalimentaire. Alors, ma présentation d'aujourd'hui vise en fait à répondre à 3 questions principales. La première, est-ce que nos actions actuelles, puis nos actions futures aussi, s'inscrivent dans la politique bioalimentaire? Est-ce qu'on peut profiter de cette opportunité-là dans le futur? Ensuite, est-ce que nos demandes, parce qu'on a des demandes, les PBQ, il y a des choses qu'on fait valoir depuis longtemps, peuvent s'appuyer sur la politique bioalimentaire? Est-ce qu'on peut dire au MAPAC, voilà, regarde, nous, on veut aller dans ce sens-là, puis justement, dans la politique, il est indiqué que c'est là que tu veux aller, puis à ce moment-là, on peut aller peut-être chercher de l'argent pour avancer. Et ensuite, est-ce que le plan de développement des PBQ, sur lequel on a travaillé au cours des dernières années, s'inscrit dans la politique bioalimentaire? Est-ce qu'on peut appuyer notre plan de développement sur ce document? Alors, tout ça, bien entendu, ça peut influencer nos chances de succès dans le futur. Plus on colle à la politique bioalimentaire, puis plus on a une voix forte pour convaincre le MAPAC d'aller dans le même sens que là où nous, on veut aller. Alors, je vous fais tout de suite une petite mise en garde. Ma présentation ne vise pas à vous présenter la politique bioalimentaire dans le détail. Ça, je laisse ça au MAPAC. L'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut concorder la politique avec nos activités au PBQ.
Si jamais vous voulez plus de détails et que vous voulez la lire dans son ensemble, pas nécessairement besoin de copier l'adresse dans le bas. Là. Allez dans Google, tapez « politique bioalimentaire », vous allez tomber sur le site du MAPAC et vous pouvez télécharger à ce moment-là l'ensemble de la politique si ça vous intéresse. Dans la politique bioalimentaire, il y a deux ambitions principales. Deux choses, en fait, que le MAPAC souhaite faire avec sa politique. La première, c'est de maintenir un haut niveau de confiance des consommateurs. Ça, c'est la priorité. Puis comment est-ce que le MAPAC veut faire ça? En répondant aux demandes et aux attentes des consommateurs, puis aussi en informant les consommateurs sur les méthodes de production des producteurs. La deuxième ambition, maintenant, c'est de développer un secteur bioalimentaire qui est prospère et puis durable. Puis ça, bien, ça passe, bien entendu, par des entreprises, que ce soit des producteurs ou encore des transformateurs qui ont une bonne santé financière, qui sont capables de durer dans le temps, qui sont capables de transmettre leurs entreprises puis de continuer leur activité. Puis, le gouvernement est bien sûr bien sensible aux retombées économiques positives que des entreprises agricoles prospères et durables peuvent amener sur l'ensemble de la société québécoise et des autres secteurs de l'économie. Maintenant, moi, je lisais ça, maintenir un haut niveau de confiance des consommateurs, développer un secteur bioalimentaire prospère et durable. Je me disais, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part. Là. Tu sais, ça a sonné une cloche dans ma tête. Je me suis dit, ouais, j'ai déjà vu ça. Donc, je suis allée vérifier si j'avais raison. Je suis allée voir, en fait, l'énoncé de mission et valeurs des PBQ. Qu'est-ce qu'on a? Puis ça, c'est sur notre site Internet. C'est un copier-coller de notre site. Puis, en effet, je ne m'étais pas trop trompée. Parce que sur notre site Internet, qu'est-ce qu'on a? C'est dans le but d'assurer, puis là, je vois pas très bien, j'ai essayé de lire bien, dans le but d'assurer à tous les producteurs de bovins du Québec le meilleur revenu net possible, procurant ainsi une qualité de vie décente. Et là, ça continue. On dit qu'on veut soutenir le développement et la croissance des entreprises. Qualité de vie décente, revenu net, bien ça, c'est en plein avec mon ambition numéro 2 de ma politique. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi que, oui, on veut tout faire ça, en vue d'offrir à notre client ultime, le consommateur, un produit de qualité qui répond à ses exigences. Là, je suis en lien direct avec mon ambition numéro 1. Donc, déjà, je commence à répondre à mes questions. Oui, déjà dans ma mission, puis ce que je veux faire, en fait, avec les PBQ, je suis déjà en ligne avec la politique bioalimentaire du MAPAC. C'est un bon début. En plus des deux ambitions, à l'intérieur de la politique bioalimentaire, il y a 4 orientations. Puis on va les passer brièvement pour regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis aussi, comment est-ce que nos activités permettent de répondre à ces orientations. La première orientation, c'est d'offrir des produits qui répondent aux besoins des consommateurs. Puis ça, bien, comment est-ce que le MAPAC veut y arriver? C'est en améliorant les connaissances alimentaires des consommateurs, en encourageant les produits alimentaires d'ici, québécois, mais aussi en faisant la croissance des marchés extérieurs et le respect des normes relatives aux produits importés. Parce que oui, c'est important de développer les produits locaux puis d'offrir à nos consommateurs québécois les produits qu'il leur faut, mais en même temps, dans le secteur agricole et de la transformation, il y a aussi une bonne partie de notre production qui est exportée à l'extérieur de la province. Donc, le MAPAC veut aussi s'assurer qu'on est en mesure de bien répondre à ces marchés étrangers. Et ensuite, bien, le MAPAC veut soutenir l'accès et l'offre d'aliments de qualité favorable à la santé. Mais en fait, pour avancer dans sa politique, le MAPAC a dû se demander, « Oui, mais c'est beau, là, les besoins des consommateurs, là, mais c'est quoi qu'ils veulent, là? » Puis on entend parler de beaucoup de choses dans les médias, puis votre président vous en a parlé. Les besoins du consommateur sont nombreux, sont bien énoncés. On entend parfois une chose et son contraire. C'est difficile de faire du sens aussi par rapport à ce qu'on entend. Alors, pour répondre à cette question-là, que veulent les consommateurs, le MAPAC a fait faire 2 sondages par la firme Léger. C'est des sondages électroniques avec plus de 1000 répondants. Donc, dans le premier cas, un premier sondage, une des questions qui a été posée, c'était « Quel est votre enjeu de préoccupation envers chacun des enjeux suivants? » Puis là, bien, il y a une variété d'enjeux qui étaient énoncés, puis les répondants devaient, comme d'habitude, les classer de 0, pas du tout important, à 10, très important. Puis ensuite, bien, les gens qui s'occupaient du sondage ont dit, bon, de 8 à 10, là, c'est très important pour nos répondants. Puis on fait un pourcentage comme ça de répondants qui jugeaient que pour chacun des énoncés, à quel point c'était très important. C'est à peu près ça qu'ils ont fait.
Alors, je l'ai passé un à un. Hein. Je vais vous faire le palmarès des enjeux qui avaient le plus de préoccupations pour les producteurs, pour les consommateurs. Puis je vous le dis déjà, je vous laisse deviner le dernier. Alors, en 6e position, on avait de l'information claire et précise sur les aliments et leur production, avec 66 % des répondants qui jugeaient ça comme étant très important. En 5e position, maintenant, l'accès à des aliments frais et nutritifs à proximité. 67 % des répondants ont jugé ça comme étant très important. 4e position, des résidus de pesticides et d'antibiotiques. Bien sûr, ce n'est pas qu'ils en veulent hein, dans leurs assiettes, c'est qu'ils n'en veulent pas. Il y a 68 % des répondants qui ont jugé ça très important. 3e position, maladies d'origine alimentaire avec 69 %. 2e, hygiène des établissements alimentaires. Vous comprendrez que ce n'est pas juste au niveau de la production, mais aussi au niveau de la transformation. 79 % qui jugeaient ça comme étant très important. Hein. On voit une augmentation dans nos scores. Et le premier, ben oui, prix des éléments, 82 % des répondants qui jugent ça comme étant très important. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a en gros beaucoup d'éléments qui sont en lien avec la santé. Tous les enjeux de 5 à 2, là, vous pouvez les interpréter comme ça. Les consommateurs veulent des aliments qui leur permettent de rester en santé, puis ils veulent aussi des aliments pas chers. C'est ce qui ressort du sondage. Fait que là, j'ai entendu dans les réponses environnement, bien-être animal, hein, c'est de ça qu'on parle beaucoup dans les médias, c'est ça qu'on entend. À quel point est-ce que ces éléments-là sont importants pour nos consommateurs? Bien, le bien-être animal est allé chercher soit 58 % des répondants qui jugeaient ça comme étant très important et l'environnement, 57 %. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce sont des éléments qui préoccupent les consommateurs, mais moyennement. Moins que la santé, moins que le prix. Mais quand même, c'est pas que ça ne les dérange pas, c'est juste qu'il y en a moins qui jugent ça comme étant très important. Autre surprise, les jeunes se disent généralement moins préoccupés par ces enjeux que les baby boomers et les personnes âgées. Moi, personnellement, ça m'a surprise parce que quand on regarde les médias et tout ça, c'est beaucoup les jeunes hein, qui sortent avec « bon, bien-être animal, c'est important, environnement, on veut s'assurer d'avoir une planète en santé ». Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des jeunes pour lesquels c'est extrêmement important, qui sont des militants qui vont pousser ça, puis d'autres pour lesquels ça ne l'est pas vraiment. Donc, en moyenne, on se retrouve tout de même avec des jeunes qui jugent ça moins important que les plus vieux. Ensuite, les produits québécois sont perçus comme étant de qualité supérieure aux produits importés, puis les consommateurs ont plutôt confiance dans les produits du Québec. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, une des choses qui ressort de ça, je dirais, c'est que les marchés sont de plus en plus segmentés. C'est-à-dire qu'un peu comme je l'expliquais avec les jeunes, il y a des gens pour qui bien-être animal, environnement, c'est super important, ils sont prêts à payer plus. Mais il y a une grosse masse de consommateurs pour lesquels c'est beaucoup le prix puis la santé qui continuent à, disons, mener leurs décisions de tous les jours. Autre sondage qui a été réalisé maintenant, puis qui a été publié en 2017, qu'est-ce qui ressort de ça? C'est que 80 % des consommateurs jugent que leurs connaissances du secteur agricole sont faibles. On le savait, hein? Puis j'imagine que quand vous parlez, quand vous rencontrez des gens là, à l'extérieur des campagnes et tout, il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas le milieu agricole, qui ne savent pas comment les aliments sont produits. Puis, il y a plein d'informations aussi, parfois incorrectes, qui sont véhiculées. Donc, il y a de moins en moins de liens entre les campagnes et les villes. Il y a un écart qui se crée, puis un peu deux solitudes qu'on voit apparaître au Québec. Le prochain point, j'avoue, ça m'a jeté à terre. Il y a plus de milléniaux qui disent avoir un niveau de connaissance plus élevé du secteur agricole que les autres groupes d'âge. Peut-être que des fois, les jeunes pensent tout savoir, hein? Mais quand même, c'est des jeunes qui ont été moins en contact avec les fermes, qui ne connaissent pas ça, mais qui pensent quand même qu'ils connaissent ça, eux, l'agriculture. Puis où est-ce qu'ils ont pris leur information? Bien, dans les médias sociaux, les blogs et les sites Internet. Donc ça, c'est un peu dangereux, dans le sens que, dépendamment quelles informations sont véhiculées sur les médias sociaux, les blogs et Internet et tout ça, ça se peut que les jeunes, bien qu'ils pensent qu'ils connaissent l'agriculture, bien qu'ils n'aient pas l'information que vous souhaitez leur transmettre sur la réalité des producteurs agricoles. Alors, je mets ça de côté. C'était ma petite capsule « Besoins des consommateurs » et je reviens aux actions des PBQ en lien avec l'orientation 1, qui, je vous rappelle, est répondre aux besoins des consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait au PBQ? Bien, on soutient le développement de produits de créneaux québécois, puis on fait la promotion du bœuf et du veau du Québec. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on a maintenant des contributions de promotion et de marketing dans
4 secteurs. Au début, c'était seulement veau de lait, veau de grain, où on fait de la promotion générique, mais on a aussi créé des fonds au courant de la dernière année dans le secteur veau d'embouche et dans le secteur bouvillon également. Ensuite, on a un site Internet qui est www.boeufquebec.com où les producteurs qui font de la vente à la ferme peuvent faire valoir leurs produits puis permettre aux consommateurs de les trouver. Et on soutient des marques locales, comme par exemple Partenaire Bœuf Québec, là, à travers notre fonds de recherche et de développement ou encore d'autres activités qu'on fait. On favorise aussi la production d'un produit qui va répondre aux besoins des marchés étrangers. Hein. Je l'ai mentionné. Oui, on s'occupe du local, mais il faut aussi s'occuper de nos marchés d'exportation. Puis un des exemples de qu'est-ce qu'on fait dans le secteur de bouvillon, c'est qu'on fait des audits pour le bœuf sans bêta-agoniste, la rectopamine, puis on garantit là, que les bouvillons sont produits sans ce produit-là. Puis ça, c'est requis pour le marché chinois. La Chine ne veut pas de bœufs qui sont produits avec la rectopamine. Alors, on s'assure qu'on est capable d'assurer à la Chine un produit qui en est exempt. Puis ça nous permet d'avoir accès à ce marché chinois qui est en développement. Alors, nos demandes maintenant en lien avec l'orientation 1. On veut avoir un plan de marketing en collaboration avec le MAPAC pour le bœuf et le veau du Québec. On veut aussi favoriser le développement d'une production qui est adaptée au marché étranger, continuer à travailler dans ce sens-là. Il y a des marchés qui peuvent s'ouvrir du côté de l'Union européenne ou autres. On veut s'assurer qu'on est en mesure de prendre ces opportunités-là. Et on veut soutenir le développement de produits de créneaux québécois également. Deuxième orientation maintenant, c'est d'avoir des entreprises prospères, durables et innovantes. C'est en lien avec ma deuxième ambition. Donc ça, le MAPAC souhaite le faire en s'assurant que les entreprises investissent en faisant une gestion des risques qui est adaptée, en créant des chaînes de valeur, en faisant de la synergie dans l'innovation et en misant sur les compétences et la formation des producteurs, mais aussi de la main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, au PBQ, en lien avec ces éléments? Bien, on veut avoir des programmes de gestion de risque qui sont efficaces puis qui répondent aussi aux besoins des producteurs. L'ASRA, c'est un programme qui a été fait pour couvrir différentes productions, mais la réalité d'une production versus une autre n'est pas nécessairement la même, puis on veut s'assurer qu'elle colle bien aux réalités de nos fermes bovines. On favorise aussi l'approche filière en coordonnant la réalisation de planification stratégique de la filière, c'est-à-dire que plutôt que faire des planifications stratégiques secteur par secteur, cette année, on vise des planifications stratégiques sectorielles qui prennent en compte l'ensemble d'un même maillon. Comme par exemple, dans le bœuf, on travaille avec le bovin de réforme, le veau d'embouche, le bouvillon, avec les abattoirs, avec les encans, puis on s'assure qu'on est capable de tous partager la même vision de où on s'en va. On a des fonds pour la recherche et le développement pour encourager l'innovation, et ça dans tous nos secteurs de production. Et on collabore avec AgriCarrière pour le développement de programmes pour la main-d'œuvre qui est réellement approprié là, aux fermes d'élevage pour s'assurer d'avoir de la main-d'œuvre qui est compétente puis qu'on est en mesure de garder aussi sur les fermes. Ça, c'est en développement présentement. Nos demandes au MAPAC en lien avec la deuxième orientation, c'est on veut des incitatifs à la croissance de la production. Parce que si on n'augmente pas notre production, si on n'a pas aussi je dirais un minimum de production au Québec, bien, ça ne nous permet pas de garder des entreprises qui sont en santé financière. On veut aussi développer des programmes de sécurité du revenu, comme je vous le disais, qui sont adaptés à notre réalité. Puis, on veut développer des programmes aussi de soutien à la relève qui sont plus efficaces. Troisième orientation maintenant de la politique bioalimentaire, c'est d'avoir des entreprises qui sont attractives et responsables. Puis ça, bien, le MAPAC voit ça comme étant avec de la main-d'œuvre et puis de la relève qui est intéressée à travailler dans les entreprises, en ayant des pratiques d'affaires responsables, en misant sur la santé et puis le bien-être des animaux, mais aussi sur la santé des humains et sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait en lien avec ça au PBQ? Bien, on renforce l'implantation de pratiques qui sont durables en misant sur la certification comme VBP+, et veau vérifié dans le secteur du veau. Puis on a mis en place, d'ailleurs, pour VBP+, un plan d'action qui va être davantage abordé plus tard, mais qui permet d'offrir des incitatifs financiers aux producteurs pour adhérer à ces programmes.
On est en train de développer un argumentaire sur la durabilité, parce que, comme vous le savez, on se fait beaucoup attaquer la production bovine, puis on va être en mesure, en collaboration avec l'UPA, de contrecarrer les arguments qui sont amenés contre nous, mais aussi de faire valoir des arguments positifs qui disent qu'est-ce qu'on fait de bien. Ça, votre président l'a mentionné, il y a des choses qui sont faites de bien sur les fermes. Par exemple, le captage du carbone par les prairies ou encore l'utilisation de sous-produits dans le secteur bouvillon. C'est des choses qui sont positives à raconter. Puis ensuite, on fait la promotion auprès des producteurs de bonnes pratiques, là, que ce soit au niveau de l'antibiorésistance, bien-être animal, environnement ou autre. Je voudrais aussi souligner qu'il y a plusieurs initiatives qui se font en région. Il y a un programme en Abitibi-Témiscamingue, mais autour des tournées régionales, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de syndicats de régionaux qui ont mis en place des initiatives pour encourager la relève dans leur région. Ça, c'est important, puis il y a des belles choses qui se font. En Abitibi-Témiscamingue, c'est la vente de vaches à prix modique là, à un jeune de la relève, puis ça prend différentes formes un peu partout, mais c'est beau de voir ça bouger. Maintenant, nos demandes en lien avec l'orientation 3, on demande au MAPAC de créer une table de travail sur la protection de l'environnement et sur le bien-être animal, de façon à ce que les règlements, les lois, oui, répondent aux besoins, aux attentes du public, mais aussi à la réalité des fermes bovines. Puis, on veut soutenir une production viable et durable en prenant compte des coûts qui sont engendrés par la réglementation. En gros, là, le message qu'on envoie au MAPAC ou encore à l'environnement quand on les rencontre, c'est qu'on n'est pas contre la vertu. Là. Le bien-être animal, l'environnement, ça va, mais en même temps, pas au détriment de la santé financière des entreprises. Puis on veut s'assurer que les entreprises sont en mesure de continuer, puis d'aller de l'avant, puis de demeurer rentables malgré ces réglementations-là qui sont mises. Donc, des règlements des règlements qui sont plus intelligents, puis aussi s'assurer qu'on est capable de continuer là, malgré tout par une aide des ministères. La quatrième orientation maintenant, ce sont des territoires dynamiques qui contribuent à la prospérité bioalimentaire. Le MAPAC voit ça comme étant par la pérennisation des terres agricoles, en ayant des territoires qui sont attractifs, synergie entre les territoires et le bioalimentaire et finalement de la spécificité des territoires, faire valoir chaque territoire qui ont leurs propres caractéristiques. Au PBQ, je vais vous le dire, on ne fait pas grand-chose par rapport à ça. Mais quand on regarde certaines productions, que ce soit par exemple la production de veau d'embauche ou encore la production laitière, le fait que juste les fermes soient là, ça valorise des terres partout en région. Puis dans certains cas, dans certaines régions, c'est des terres qui autrement seraient laissées en friche. Ils ne pourraient pas être utilisés par d'autres productions. Donc tout ça, ça fait en sorte qu'on améliore l'attractivité des territoires, qu'on valorise bien nos territoires partout en province. Donc il y a un rôle à jouer par la production bovine pour ça. Donc en conclusion, on a pas mal de défis à relever au cours des prochaines années, vous l'aurez compris. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Mieux communiquer aux consommateurs, entre autres sur nos pratiques d'élevage. 80 des gens qui ne connaissent pas l'agriculture, il faut qu'on parle à nos gens, puis il faut les habituer à entendre le discours des producteurs, puis pas juste ceux qui sont anti-agriculture. On veut aussi répondre aux attentes d'un marché de plus en plus segmenté. On veut rassurer les consommateurs et leur montrer qu'on répond à leurs attentes, puis que la façon dont les bovins sont produits, oui, ça peut répondre à ce qu'ils souhaitent. Puis on veut aussi concilier les attentes du public avec celles des producteurs de bovins. Parce que c'est ça, ils peuvent avoir des volontés qui ne sont pas nécessairement applicables dans le champ. Mais en améliorant le dialogue, ça permet aussi de se comprendre. Puis tout ça en travaillant avec nos partenaires d'une façon, dans une perspective de filière. Alors, est-ce que les actions actuelles et futures des PBQ s'inscrivent dans la politique bioalimentaire? Je pense que je vous ai démontré que oui, puis qu'en fait, il y a plusieurs des choses qu'on veut faire de nos propositions qui peuvent très bien s'arrimer avec la politique bioalimentaire du MAPAC. Est-ce que les demandes des PBQ peuvent s'appuyer sur la politique bioalimentaire? Absolument. Et est-ce que le plan de développement des PBQ s'inscrit dans la politique bioalimentaire? C'est également fait. Puis, je vais vous avouer, c'est le fun de voir ça parce qu'on avait déjà travaillé notre plan de développement quand la politique bioalimentaire est sortie. Et l'arrimage entre les deux est presque complet. Puis, ça nous permet, je dirais, d'avoir un bon soutien au courant des prochaines années pour avancer au PBQ. Alors, c'est ce que j'avais à vous proposer, à vous présenter aujourd'hui. Ça me ferait faire plaisir de prendre vos questions. Merci.